En 1986, une révélation glaçante a provoqué une onde de choc au sein de la section du contre-espionnage soviétique du FBI à Washington. Deux précieux informateurs soviétiques, Valery Martinov et Sergei Motorin, avaient été compromis. Après avoir été démasqués, les hommes ont été ramenés à Moscou et exécutés brutalement. Une balle dans la tête pour chaque traître, la sinistre signature du KGB. La perte des deux agents, surnommés affectueusement M et M au sein du FBI, a marqué une fin brutale à ce qui était devenu des réunions secrètes et des échanges de renseignements routiniers. Parallèlement à cela, la CIA, installée de l'autre côté du Potomac, à Langley, faisait face à son propre cauchemar. Au fil des années, des dizaines de leurs agents en Union soviétique avaient soudainement disparu, étaient exécutés ou emprisonnés. Le FBI s'est empressé de former une équipe d'enquêteurs d'élite pour élucider le mystère. Pourtant, à mesure que les années passaient et que l'énigme restait irrésolue, la possibilité troublante que le traître soit l'un des leurs planait dans l'air comme une mauvaise odeur. Déterminés à démasquer la taupe, des analystes chevronnés de l'unité soviétique du FBI se sont plongés dans les archives des interrogatoires et des rapports, cherchant un schéma, un indice, n'importe quoi qui pourrait révéler un lien avec le traître. Ils se sont focalisés sur un agent innocent. Pendant ce temps, le coupable, qui était en apparence un catholique dévoué, un mari aimant et père de 6 enfants, ainsi qu'un agent du FBI digne de confiance, cachait un secret dangereux. Le parcours de trahison de Robert Philip Hansen, s'étendant sur des décennies, est considéré comme la pire catastrophe du renseignement de l'histoire du FBI. Voici son histoire. Merci à vous tous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je tiens à adresser des remerciements particuliers à tous mes spectateurs, abonnés fidèles, ainsi qu'aux membres et soutiens incroyables sur ma page Buy Me a Coffee. Votre soutien me motive à continuer de vous proposer ces histoires d'espionnage. Si vous appréciez cette vidéo, merci de lui donner un like et d'envisager de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. La vie de Robert Hansen a commencé le 18 avril 1944 dans une banlieue de Chicago près de l'aéroport O'Hare. Robert est né de Howard et Vivian Hansen. Ils étaient typiquement une famille américaine, de la classe ouvrière, chrétienne et, à première vue, très respectable. Howard avait servi dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale et est ensuite devenu policier de carrière au sein du département de police de Chicago. Sa mère, comme c'était si courant à l'époque, était femme au foyer. Howard Hansen était un père strict et imposait fréquemment des punitions sévères à son jeune fils. Robert a raconté avoir été roulé dans un vieux matelas de la marine, piégé et effrayé, ou avoir été tourné jusqu'à en être malade. Des punitions censées l'endurcir. Howard était à la fois strict et émotionnellement distant. Il rabaissait Robert, ce qui l'a profondément marqué psychologiquement. Malgré le traitement dur de Howard, Robert a grandi avec un désir complexe d'obtenir l'approbation et les conseils de son père. Robert était enfant unique et a fréquenté les écoles publiques. Pendant qu'il était au lycée William Howard Taft, Robert s'est lié d'amitié avec Jack Oshawa, qui resterait son ami le plus proche pour le reste de sa vie. Le duo a obtenu son diplôme ensemble en 1962 et passé son temps libre à faire la course avec les voitures de leurs parents dans le quartier, rêvant de devenir pilote de Formule 1. Après le lycée, Robert s'est inscrit au Knox College à Galesburg, dans l'Illinois. Il s'est spécialisé en chimie et, dans une ironie prémonitoire, a également suivi des cours de russe. Howard voulait que son fils devienne médecin, espérant mieux pour Robert que d'être simplement policier. Pendant les étés universitaires, Robert a travaillé à l'hôpital psychiatrique d'État de Chicago comme thérapeute récréatif, convainquant plus tard son ami Jack de le rejoindre là-bas. C'est là que Robert a rencontré Bernadette Walk, connue sous le nom de Bonnie. C'était une jeune femme intelligente et belle, issue d'une famille catholique romaine dévouée, avec des liens étroits avec l'Opus Dei, une institution catholique conservatrice connue pour promouvoir la croyance que chacun est appelé à la sainteté et que la vie ordinaire est un chemin vers la sainteté. Bonnie est née et a grandi à Park Ridge, une banlieue chic de Chicago, dans une famille qui valorisait l'éducation et l'engagement religieux. Le couple sortait ensemble lorsque Robert a obtenu son diplôme universitaire en 1966, poursuivant les souhaits professionnels de son père pour lui. Il s'est inscrit à la faculté dentaire de l'université Northwestern. Pendant qu'il étudiait la dentisterie, Robert Hansen a acquis un surnom qui le suivrait toute sa vie.
On l'appelait le croque-mort, parce qu'il portait toujours un costume sombre et une cravate, quelle que soit l'occasion. C'était un sobriquet qui convenait non seulement à son choix vestimentaire, mais aussi à sa personnalité et à son apparence physique. Mesurant 1,90 m et marchant avec une légère démarche bancale, il socialisait rarement avec ses camarades, préférant déjeuner avec différentes femmes pour chercher de la compagnie. Robert a abandonné la faculté dentaire 2 ans plus tard, se sentant attiré par une carrière plus proche des forces de l'ordre, comme son père. Bonnie et Robert avaient poursuivi leur relation de façon intermittente pendant que Robert étudiait la dentisterie et décidèrent en 1968 de se marier. Leur mariage a failli être annulé lorsque, quelques semaines auparavant, Bonnie a reçu un appel téléphonique troublant d'une femme prétendant être la petite amie de son fiancé. Robert a admis avoir trompé sa future épouse, mais le couple s'est finalement réconcilié et a choisi de poursuivre le mariage. Robert s'est converti au catholicisme peu après son mariage. Ce n'était pas un changement superficiel. Il s'est profondément investi dans la foi, assistant régulièrement à la messe et devenant un membre dévoué de l'Opus Dei. Sa dévotion était telle qu'il encourageait souvent ses amis et collègues à l'accompagner aux réunions de l'Église. Au début de leur mariage, Bonnie enseignait à l'école primaire locale et Robert s'est inscrit pour étudier à temps partiel en vue d'obtenir un Master of Business Administration. Il travaillait également pour la police de Chicago, comme son père avant lui, bien que dans le service des affaires internes, spécialisé en comptabilité judiciaire. Howard avait des sentiments mitigés à l'idée que son fils rejoigne la police, mais il a envoyé à Robert son arme de service en signe de bonne volonté. Au début des années 70, durant la guerre du Vietnam, Jack Oshawa, le meilleur ami de Robert, est parti au combat. Ils ont donc été séparés pendant un certain temps, mais leurs interactions durant cette période et par la suite allèrent plus tard révéler un aspect sinistre et voyeuriste de la personnalité de Robert. Après avoir obtenu son Master of Business Administration, Robert Hansen a rapidement visé de plus grandes choses. Au milieu des années 1970, il a postulé pour rejoindre le FBI. Le 12 janvier 1976, Robert Hansen est devenu agent spécial du FBI. Il a juré de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Son premier poste en tant qu'agent du FBI était dans un bureau satellite à Gary, dans l'Indiana, où il s'est spécialisé dans l'enquête sur la criminalité en col blanc. Il a vite prouvé son expertise en tant qu'expert comptable judiciaire et a été transféré en 1978 pour travailler au bureau du FBI à New York. Cependant, Hansen trouva vite son travail ennuyeux et aspirait à plus d'excitation. En 1978, son souhait fut exaucé lorsqu'il fut affecté à la division du contre-espionnage soviétique du bureau de New York, impliqué dans la surveillance, le recrutement d'espions et le démantèlement de réseaux. Son rôle était de créer une base de données nationale automatisée de contre-espionnage pour le FBI en utilisant ses connaissances en comptabilité et ses compétences en informatique. Ce poste lui a donné une vue d'ensemble complète du paysage de l'espionnage à New York, un véritable foyer d'activité d'espionnage du bloc soviétique. Il avait accès à la salle des dossiers et passait des heures à étudier les affaires d'espionnage soviétique, développant une fascination quelque peu idéalisée pour l'espionnage. Extrêmement conservateur et anticommuniste, presque à un niveau caricatural. Robert Bob Hansen gravissait les échelons bureaucratiques. Cependant, sous ce vernis de professionnalisme et de pratiques religieuses dévouées, Robert cachait des secrets qui allaient non seulement choquer sa famille, mais aussi mettre le FBI à genoux. Quand il a emménagé à New York, il a installé sa femme Bonnie et leurs 3 enfants d'alors à Scarsdale, dans le comté de Westchester. En tant que foyer à revenu unique, le coût de la vie était élevé. Robert s'est senti accablé par ses paiements hypothécaires et les frais de scolarité des écoles catholiques privées pour ses enfants. 5 mois après sa nouvelle affectation, à New York, Robert Hansen est devenu un traître. À 2 pâtés de maison de Grand Central Terminal à New York, se dressait un immeuble de 22 étages qui abritait la société de commerce Amtorg. C'était une agence d'exportation soviétique et une représentation commerciale chargée de négocier des accords entre l'Union soviétique et les entreprises américaines. C'était du moins son image publique. En réalité, elle servait de couverture pour faire entrer des agents du KGB et du Direction principale du renseignement. En 1979, Hansen a franchi la porte d'entrée d'Amtorg.
Il a pris l'ascenseur jusqu'à leur bureau et a remis une lettre anonyme au renseignement militaire soviétique. Le direction principale du renseignement. Bien que cela puisse sembler audacieux, la décision de Hansen de proposer ses services aux soviétiques était calculée. Il savait qu'il n'y avait aucune surveillance de la porte d'entrée d'Amtorg et que par conséquent, sa visite clandestine resterait secrète. En offrant ses services aux soviétiques, Hansen a déclaré plus tard qu'il espérait gagner un peu d'argent supplémentaire pour compléter son maigre salaire fédéral, mais comptait quitter rapidement le monde de l'espionnage. Cependant, ce premier pas vers la trahison allait marquer la première des 3 périodes distinctes de la vie de Robert Hansen, au cours desquelles il espionna pour les soviétiques, gagnant ainsi des centaines de milliers de dollars, et, ce faisant, trahissant ses collègues, les agents soviétiques travaillant pour les États-Unis et toute sa nation. Les dernières années des années 70 et la première moitié des années 80 ont été une période de tensions et de conflits accrus entre les États-Unis et l'Union soviétique, une phase souvent appelée la Seconde Guerre froide. Cette époque a été marquée par une forte augmentation de l'hostilité et des tensions croissantes entre les deux superpuissances. L'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979 a mis fin à la détente. Et la poursuite d'autres guerres par procuration en Amérique centrale et en Afrique a contribué à réintensifier les rivalités géopolitiques. C'est dans ce contexte que Robert Hansen s'est retrouvé pour la première fois espion pour la Russie. Au cours de cette première période de son espionnage, on estime que Hansen a reçu environ 21 000 $ des Russes, doublant ainsi effectivement son salaire annuel au FBI. Durant cette période, il a volontairement informé le direction principale du renseignement que le FBI avait mis sur écoute un complexe résidentiel à New York, populaire auprès des responsables soviétiques. Sa révélation la plus dommageable durant cette période a été cependant lorsqu'il a révélé l'identité de l'un des informateurs les plus précieux des États-Unis, dont le nom de code était Top Hat. Dmitri Polyakov était un général-major du direction principale du renseignement qui a été recruté comme espion par la CIA au milieu des années 60. Polyakov a probablement aussi été compromis par le double agent de la CIA, Aldrich Ames, et il a finalement été jugé et exécuté par l'Union soviétique en 1986 pour des crimes d'espionnage. Il n'a pas fallu une équipe d'enquêteurs chevronnés pour mettre fin à la première période de Hansen en tant qu'espion soviétique. C'est sa femme Bonnie qui a découvert sa trahison un soir en 1990. Robert s'était discrètement retiré dans son sous-sol pour écrire une lettre à son contact du direction principale du renseignement. Bonnie est descendue à la cave et l'a vu à l'œuvre. Elle l'a confronté à propos de ce qu'il faisait, compte tenu de son passé d'infidélité. Bonnie avait de bonnes raisons de se méfier de son mari. Robert a nié avoir une liaison, mais lorsque Bonnie a saisi la lettre et l'a regardée, Robert a admis qu'il vendait des informations aux Russes. Il a cependant affirmé qu'il leur transmettait de fausses informations et qu'il ne faisait donc aucun mal. Bien sûr, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Bonnie restait mal à l'aise face à ce que son mari faisait. Elle le supplia d'arrêter et suggéra de consulter leur prêtre pour obtenir des conseils. Le conseil du prêtre fut que Hansen devait immédiatement arrêter ce qu'il faisait et se livrer au FBI. Peut-être après avoir réfléchi aux répercussions pour Robert Hansen s'il faisait cela, le prêtre conseilla plutôt que Robert devait couper tout contact avec les Russes et promettre de ne plus jamais recommencer. On lui a également dit de remettre ses gains mal acquis à Mère Teresa. Aucune preuve n'indique que Hansen ait versé l'argent à une œuvre caritative. Cependant, il a coupé les liens avec son agent russe fin 1980, mettant fin à sa première période d'espionnage pour la Russie. Pendant les 5 années suivantes, la vie de Bob Hansen sembla retrouver une certaine normalité, dépourvue de toute haute trahison et de toute correspondance clandestine. Il avait été promu superviseur au FBI et il parvenait enfin à maîtriser son prêt immobilier, qui pesait si lourdement sur ses finances. Pourtant, c'est durant cette période, en 1985, que Hansen a choisi de rétablir le contact avec les Russes. Bien que l'argent ait probablement été un facteur dans sa décision, on pense que sa faible estime de soi a également joué un rôle. Il avait un désir de reconnaissance que son poste au FBI ne lui apportait pas. Il se considérait comme l'homme le plus intelligent dans n'importe quelle pièce où il entrait et était frustré de voir d'autres personnes être promues avant lui. Sa fascination pour tout ce qui touchait à l'espionnage ne cessait de croître, Robert allant même jusqu'à porter sur lui un pistolet Walther Polizei Pistol Criminal, le même modèle rendu célèbre par James Bond.
Bob Hansen a rétabli le contact avec les Russes en écrivant une lettre à un officier du KGB de bas niveau vivant en Virginie du Nord, dont il savait qu'il n'était pas surveillé. À l'intérieur de cette lettre se trouvait une autre, adressée au maître espion du KGB, Viktor Shakatchin, en poste à l'ambassade soviétique à Washington. Pour établir sa valeur en tant qu'espion et prouver sa bonne foi, Robert révélait dans cette lettre les noms de 3 Russes qui avaient été recrutés comme informateurs par le renseignement américain. Ces hommes étaient Boris Souzan, Sergei Matoran et Valery Martinov. En échange de toutes les informations qu'il avait fournies, Hansen demandait un paiement de $100 000 et proposait un plan pour une relation d'espionnage à long terme entre lui et le KGB. Cela incluait des paiements supplémentaires en diamants plutôt qu'en espèces, ainsi que son exfiltration éventuelle vers la Russie. Comme auparavant, Robert est resté anonyme. Le KGB n'apprendrait la véritable identité de Hansen que de nombreuses années plus tard, ne le connaissant que sous les faux noms qu'il s'était choisis, le plus fréquent étant Raymond Garcia Hansen. L'art de l'espionnage était méticuleux, fournissant des instructions détaillées au KGB sur la manière dont ils communiqueraient entre eux et effectueraient les échanges de dead drops. Il a mis en place un système de signaux utilisant du ruban adhésif blanc à des endroits spécifiques pour que l'espion et son agent de liaison sachent quand des colis avaient été déposés dans leur cachette. Cependant, son art de l'espionnage passait parfois de méticuleux à alambiqué, si bien qu'en 1986, un colis fut laissé pour Hansen par son contact du KGB sous le mauvais coin d'un pont, dans un parc, et Hansen ne put pas le retrouver. Malgré ces erreurs, on estime que pendant sa deuxième période d'espionnage, Robert Hansen a remis plus de 6000 pages de documents classifiés et 26 CD au KGB, ce qui lui a rapporté jusqu'à $500 000 américains. À la suite de la trahison de Hansen, Boris Yougine, un officier du KGB affecté au consulat soviétique de San Francisco, a été envoyé dans une prison sibérienne où il est resté pendant 5 ans, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Motorin et Martinov, ou M et M, comme ils étaient quand connus du FBI, ont tous deux été rappelés à Moscou, jugés, puis finalement exécutés. Au-delà du coût humain, Hansen a également compromis des opérations de renseignement américaines top secrètes, entraînant des millions de dollars gaspillés et paralysant pratiquement la sécurité nationale des États-Unis. Une opération clé révélée par Hansen au KGB s'appelait « Système d'identification des véhicules » ou « Système d'identification des véhicules ». Avant que la technologie de suivi ne soit publique, le FBI avait créé un petit dispositif de suivi pour les véhicules. Il devait démasquer les agents russes, mais Hansen le rendit inutile. Un autre effort du FBI ruiné par Hansen fut l'opération Monopoly, un plan audacieux de 1977 pour creuser un tunnel sous le complexe diplomatique soviétique à Washington afin d'y installer des dispositifs d'écoute. L'opération était coûteuse et compliquée, les travaux de construction étant menés sous le couvert de l'obscurité et en secret. Cependant, l'opération était mal planifiée et mal exécutée, ne produisant pas la moindre information de valeur. Pour couronner le tout, le FBI a découvert plus tard que le tunnel avait été compromis par Hansen pendant sa construction et était donc voué à l'échec dès le tout début. Enfin et surtout, Robert Hansen a compromis l'une des opérations les plus secrètes auxquelles il avait accès. Le plan de continuité du gouvernement, une initiative mise en place pour la première fois sous la présidence de Dwight D. Eisenhower en 1953, avait pour but de garantir la capacité du gouvernement américain à continuer de fonctionner en cas de guerre nucléaire. Cela comprenait la relocalisation du président américain et d'autres personnalités clés du gouvernement vers des sites secrets répartis à travers le pays. Bob Hansen a ainsi remis entre les mains des Soviétiques le billet gagnant au cas où la guerre froide serait devenue une guerre ouverte. Pendant 6 ans, Robert Hansen a continué à vendre des secrets aux Soviétiques en échange de grosses crans avec grosses sommes d'argent et de diamants. Ce n'était pas seulement dans sa vie professionnelle que Hansen était duplice. Sa vie personnelle et familiale n'était également qu'une simple mascarade. Lorsque Bob et Bonnie étaient dans les premières années de leur mariage, l'ami de Robert, Jack Oshower, était parti combattre au Vietnam. Un jour, Jack a reçu une lettre de son ami Bob. À l'intérieur, Jack a été choqué de trouver une série de photos nues de Bonnie. Jack a informé son ami par écrit qu'il lui avait envoyé les photos par erreur. Bob Hansen a simplement répondu en disant qu'il espérait que Jack avait apprécié le petit remontant qu'il lui avait envoyé.
C'était le premier d'une série d'actes de Robert Hanssen, au cours desquels il allait se révéler être un voyeur et un exhibitionniste. Après le retour de Jack du Vietnam, il rendait visite à Bob chez la famille Hansen en Virginie. Bonnie Hansen était sous la douche. Bob Hansen a invité son ami Jack à regarder sa femme nue dans la salle de bain. Malgré la pression de ses pairs, Jack a refusé cette fois-là. Peu de temps après, Robert Hansen a commencé à inviter Jack à le regarder être intime avec sa femme Bonnie. Finalement, Jack a cédé et est devenu un participant actif, espionnant à travers la fenêtre de la chambre depuis la terrasse arrière de la maison familiale des Hansen. Lorsque les nuits en devenant sont devenues trop froides pour que Jack puisse regarder depuis sa cachette à l'extérieur, il a continué à participer. Robert a installé une caméra cachée dans sa chambre afin que Jack puisse regarder sur une télévision dans une autre pièce. Dans les années 1990, Hansen a également publié des histoires érotiques sur Bonnie en ligne. Curieusement, il les a publiées sous son vrai nom. Ce genre de comportement a continué pendant des années, alors que Bonnie ignorait complètement l'indignité à laquelle elle était soumise de la part de son mari. À la fin des années 1980, Robert Hansen a également commencé à fréquenter un club de striptease local appelé Johanna's 1819. En 1990, lors d'une de ses visites à l'heure du déjeuner, il a rencontré une danseuse du nom de Priscilla Sue Gailey, qui se produisait sous différents noms de scène et était connue des habitués du club sous le nom de Hot Legs. Robert est tombé amoureux de la jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux bleus, âgée d'une trentaine d'années. Il a envoyé un billet de $10 dans sa loge après son numéro. Le couple s'est rapidement rencontré, a commencé à discuter et Robert lui a remis sa carte de visite. Il lui a raconté l'histoire d'être au club pour attraper Spires la deuxième fois qu'ils se sont rencontrés. Hansen a acheté à Priscilla un collier en diamant et saphir, qu'elle a accepté avec gratitude. La relation s'est épanouie à partir de là, Robert devenant le client régulier de Priscilla. Il l'a gâtée de présents et d'argent. Tout cela grâce au KGB. Il lui a prêté sa BMW quand elle avait besoin de s'entraîner pour son examen de conduite. Mieux encore, il lui a acheté sa propre Mercedes-Benz couleur champagne argentée, accompagnée d'une carte American Express qu'elle pouvait utiliser pour ses frais automobiles. Lorsque Hansen devait faire un voyage d'affaires à Hong Kong, il lui a acheté un billet et l'a invité à le rejoindre là-bas. Ils voyageaient séparément, bien sûr, pour sauver les apparences. Pendant le voyage, Hansen travaillait pendant la journée tandis que Priscilla faisait du shopping. Ils se retrouvaient tard le soir pour dîner et boire dans des bars luxueux et dans des restaurants. Robert et Priscilla ont tous deux affirmé que leur relation était platonique, malgré les nombreuses avances de Priscilla, y compris lors de leur dernière soirée à Hong Kong. Ils n'ont jamais eu de relation physique. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'il y avait une liaison émotionnelle entre les deux. C'est tout à fait possible. Hansen préparait peut-être Priscilla pour l'assister dans ses activités d'espionnage. Il a peut-être agi comme intermédiaire lors de ses échanges avec les Russes pendant environ 1 an par la suite. La relation a continué jusqu'à ce que, tout à coup, Hansen y mette brusquement fin. En décembre 1991, à la suite des réformes radicales du président soviétique Mikhaïl Gorbatchev et de la sécession de nombreuses républiques socialistes, le drapeau à la faucille et au marteau a été descendu du Kremlin, et l'Union soviétique a officiellement été dissoute. Robert Hansen s'est fait discret pendant cette période, ne sachant pas quelle organisation émergerait après le démantèlement du KGB et du direction principale du renseignement, ni à quoi ressemblerait le paysage géopolitique dans un avenir immédiat. D'un simple coup de stylo de Gorbatchev, la source d'argent de Hansen s'est tarie. Il est assez remarquable que Bob Hansen ait réussi à sortir indemne des années mal 1980. Le milieu des années 80, en particulier 1985 et 1986, a vu de nombreux agents doubles américains être démasqués et arrêtés. Qu'il s'agisse de John Walker, de la marine américaine, de Larry Chin de la CIA ou de Ronald Pelton de la National Security Agency, le renseignement américain a été secoué par scandale après scandale à mesure que chaque espion était arrêté. S'il y a une chose de certaine, c'est que les institutions de sécurité nationale américaines avaient été profondément infiltrées. Les raisons pour lesquelles Hansen a réussi à rester indétecté sont variées. Cependant, sa méticulosité et son anonymat l'ont aidé à se protéger des regards indiscrets. Malgré la révélation de tous ces espions, la CIA continuait de perdre des agents en poste. Ils étaient convaincus qu'il y avait encore d'autres taupes dans les rangs du renseignement américain. Même les espions les plus méticuleux finissent par commettre une erreur, et c'est précisément ce qui s'est passé dans le cas de Robert Hansen. Son beau-frère, Mark Walk, était également agent du FBI.
Mark a appris 3 informations qui, une fois recoupées, ont commencé à éveiller ses soupçons. D'abord, en 1990, alors qu'il assistait à une conférence du FBI, on lui a confié en toute discrétion qu'une chasse à la taupe était en cours. Ensuite, il a découvert par sa femme que Bonnie Hansen avait révélé avoir trouvé 5 000 $ en liquide cachés dans le tiroir à chaussettes de Robert. Le troisième et dernier détail était une remarque désinvolte faite par Robert sur la possibilité de prendre sa retraite un jour pour aller vivre en Pologne, ce qui était plutôt étrange étant donné que la Pologne se trouvait alors fermement derrière le rideau de fer. Bien qu'il existe des versions contradictoires sur ce qui s'est passé ensuite, Mark Walk affirme avoir transmis toutes ces informations à son supérieur du FBI. Que cela soit vrai ou non, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à ce moment-là. La carrière de Hansen a continué de progresser, et en 1991, il a été promu chef d'unité 2 du FBI. Hansen cependant a commencé à agir de façon erratique. Il a piraté l'ordinateur d'un supérieur, puis l'a signalé, soi-disant pour démontrer que la sécurité informatique devait être améliorée. Ensuite, il a eu une altercation avec l'agente du FBI Kimberly Lichtenberg, qu'il a tirée au sol, blessant gravement les tendons de son bras après qu'elle se soit excusée d'une réunion et ait quitté le bureau de Hansen. Bien que Lichtenberg ait reçu une indemnisation pour ses blessures, aucune mesure disciplinaire significative n'a été prise contre Hansen. En juillet 1993, Hansen a commencé à rencontrer des problèmes de trésorerie. Il n'avait pas travaillé pour les soviétiques depuis 1 an et demi et avait même dû demander de l'argent à sa famille. Il décida donc qu'il était temps, une fois de plus, de vendre les secrets de sa nation. Ce qu'il ne savait pas, c'était comment établir le contact avec les Russes. L'une des conséquences de la chute de l'Union soviétique fut le démantèlement du KGB. Il en est ressorti le service des renseignements extérieurs et le service fédéral de sécurité, service fédéral de sécurité. Le direction principale du renseignement, l'agence de renseignement militaire extérieure de la Russie, a cependant continué d'exister. C'est le direction principal du renseignement que Hansen a contacté lors de sa première période en tant qu'espion, et il a donc jugé bon de raviver cette relation. Son approche, cette fois-ci, était désordonnée et risquée par rapport à ses démarches prudentes précédentes. Après avoir identifié un officier du direction principal du renseignement comme sa cible, il l'a abordé effrontément sur un parking près du domicile de l'officier. Hansen s'est présenté sous son pseudonyme Raymond Garcia et a tenté de remettre un paquet. L'officier, ne sachant pas qui était cet homme, a sauté dans sa voiture et s'est enfui à toute vitesse. Il a immédiatement signalé l'incident à ses supérieurs, qui l'ont considéré comme une provocation et ont déposé une protestation auprès du département d'État américain. Lorsque le FBI a appris que la personne s'était présentée comme un agent du FBI mécontent, le bureau a mené une enquête sommaire qui n'a abouti à rien. Que ce soit parce que Hansen a été effrayé par l'incident ou simplement parce qu'il n'a pas trouvé d'autre occasion de prendre contact, il est resté silencieux pendant les 6 années suivantes. Au milieu des années 90. Les agences de renseignement américaines continuaient de perdre des agents en masse et de gaspiller des millions de dollars des contribuables dans des opérations clandestines compromises. Ils savaient tous, malgré la révélation d'un grand nombre de doubles agents, qu'ils avaient encore une fuite. Le FBI refusait de se remettre en question, supposant toujours que le problème venait d'une autre organisation. Ces œillères institutionnelles allaient causer plus de tort au FBI qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Pendant que la chasse à une autre taupe était en cours. Les enquêteurs se concentraient presque exclusivement sur la CIA comme source de la fuite. L'enquête mènerait finalement à l'arrestation et à la condamnation d'Aldrich Ames, un agent de la CIA travaillant à la direction des opérations. Ames, un alcoolique dont la seconde épouse avait des goûts de luxe. Il s'était tourné vers le KGB en 1985 pour financer un train de vie inaccessible avec son salaire fédéral. Les informations qu'il a divulguées ont conduit à la mort d'au moins 10 agents en poste. Sa trahison, à bien des égards, était parallèle à celle de Robert Hansen, et les 2 hommes ont compromis bon nombre des mêmes agents et opérations. Après qu'Aldrich Ames a été condamné à la prison à vie en 1994 et que son épouse Rosario Ames a également été condamnée pour avoir aidé et encouragé son mari, le renseignement américain pensait pouvoir pousser un soupir de soulagement. Malgré l'emprisonnement d'Ames, une fuite persistait visiblement. Après avoir évalué l'ampleur totale des dégâts causés par Aldrich Ames, il a été déterminé que des agents continuaient à être perdus, dont Ames n'avait aucune connaissance, et ainsi la chasse à l'espion continuait.
Brian Kelly était un officier de la CIA dont la vie a été bouleversée par un grave soupçon erroné. Kelly était un officier de la CIA loyal avec un dossier irréprochable. Après Ames, la CIA et le FBI étaient désespérés de débusquer toute taupe restante. Kelly est tombé dans le collimateur après qu'un espion illégal opérant à Washington, nommé Felix Bloch, ait été averti d'une enquête de la CIA à son sujet. Brian Kelly avait rencontré Bloch alors qu'ils étaient en aidés tous deux à Paris. Les analystes ont conclu à tort que Kelly, qui avait connaissance de diverses autres opérations et agents compromis, était l'homme qui avait donné le tuyau. Pendant des années, Brian Kelly a vécu sous un nuage de suspicion. Il a été soumis à une surveillance intense et, en 1999, il a dû subir une série d'interrogatoires éprouvants. Il a été suspendu de son poste à la CIA, sa vie familiale a été bouleversée. Sa carrière a plafonné et sa réputation a souffert. Le prix à payer pour la vie personnelle et professionnelle de Brian Kelly fut immense et impitoyable. Pourtant, la vérité était que Brian Kelly était innocent. La véritable taupe, comme on l'a découvert plus tard, était en réalité Robert Hansen. Ironiquement, Brian Kelly vivait dans la même rue que Hansen et fréquentait la même église. Pendant que la CIA et le FBI s'agitaient en vain, la carrière d'un ancien officier du KGB était en pleine ascension. L'ascension de Vladimir Poutine à la présidence russe en l'an 2000 eut des répercussions considérables dans le domaine du renseignement mondial. Le leadership de Poutine annonçait un retour à certaines politiques dures et un nouvel accent mis sur la restauration de l'influence de la Russie sur la scène internationale. C'est dans ce contexte de bouleversement des dynamiques de pouvoir que Robert Hansen décida qu'il était temps de mettre fin à sa pause dans l'espionnage. Sa première étape fut de rechercher dans le système automatisé de gestion des dossiers du FBI toute information pouvant être liée à lui, que ce soit ses anciennes adresses, son vrai nom et ses pseudonymes, ou les lieux de dépôt secrets qu'il avait utilisés. Il a tout recherché. Au cours d'une année, il a fouillé minutieusement la base de données du FBI à 9 reprises. Après s'être assuré que rien dans les systèmes informatiques du FBI ne pouvait être relié à lui, il réussit à remettre une lettre à un officier du service des renseignements extérieurs, le successeur du KGB. Le 6 octobre 1999, Robert Hansen fut accueilli de nouveau dans le cercle. Les méthodes de Hansen étaient caractérisées par la même attention méticuleuse aux détails et la même ruse qu'auparavant. Il utilisait toujours des caches secrètes, signalées par un ruban adhésif blanc, mais cette fois dans un nouveau lieu de signalisation sur un poteau électrique situé dans l'un des quartiers huppés de Washington. Pendant ce temps, la CIA et le FBI, profitant des conséquences de l'effondrement de l'Union soviétique, ont lancé un vaste programme pour recruter des agents du KGB qui se retrouvaient sans emploi. Nommés de code bouclier par le FBI et racketteurs par la CIA, les agents s'étaient prêts à offrir jusqu'à $1 million aux anciens officiers du KGB pour travailler pour le renseignement américain. Alexandre Sherbakov, nommé de code Monsieur Pym, était l'un de ces anciens officiers du KGB. Après avoir perdu son emploi, il s'est mis à vendre de l'art russe. Il a été attiré à New York en juin 2000 sous prétexte de rencontrer un marchand d'art américain. En réalité, ce marchand d'art était Bill Stout, un ancien agent du FBI sorti de sa retraite pour aider à recruter Monsieur Pym. Après le premier contact, les agents du FBI Deborah Smith et Mark Rockford ont été chargés de recruter Monsieur Pym. Après des efforts persistants et des rencontres semi-hostiles, ils ont finalement fait une percée lorsque Sherbakov a révélé qu'il possédait une collection de lettres échangées entre le KGB et une taupe américaine anonyme pendant la guerre froide. Il avait emporté le dossier avec lui lorsqu'il avait quitté le KGB, anticipant qu'il pourrait avoir de la valeur pour le bon acheteur. Le FBI a finalement accepté avec Sherbakov qu'il retournerait en Russie et organiserait la livraison du dossier au FBI. En échange, il recevrait un soutien financier et serait réinstallé aux États-Unis sous une fausse identité. Finalement, le dossier arriva au siège du FBI. L'un des objets contenus dans le paquet était enveloppé dans un sac poubelle noir avec une note collée dessus qui disait en russe « Ne pas ouvrir ». Sherbakov avait averti qu'il ne fallait pas l'ouvrir car il pouvait contenir des empreintes digitales. Le paquet fut immédiatement envoyé pour des analyses médico-légales, mais il faudrait des semaines avant d'obtenir les résultats. Il s'est avéré que le paquet avait été récupéré lors de l'une des remises conduites par la taupe. En attendant, les analystes du FBI traduisirent avec empressement les lettres contenues dans le paquet en anglais. À ce stade, Brian Kelly était toujours le principal suspect, mais rien dans les lettres ne le désignait.
En fait, certaines des dates de dépôt de secret mentionnées dans les lettres coïncidaient aussi avec une période où Kelly se trouvait en Australie. Le paquet contenait également une cassette audio. La bande comportait un enregistrement d'une conversation téléphonique entre la taupe américaine et son agent traitant du KGB. Il était immédiatement évident que la voix n'était pas celle de Brian Kelly. Les enquêteurs étaient donc déconcertés. Lors de leur réexamen des lettres, Jim Milburn, un agent du FBI, nota quelque chose d'étrange. Une lettre utilisait un terme péjoratif pour les Japonais, populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre mentionnait Richard M. Daley, ex-maire de Chicago. Ces éléments semblaient familiers à Jim. Soudain, il réalisa qu'il savait exactement qui était la taupe. L'homme même avec qui il partageait un bureau à ses débuts au FBI, Robert Philip Hansen. Lorsque les résultats de l'analyse des empreintes digitales sont revenus, les fortes suspicions des enquêteurs ont enfin été confirmées. Elles correspondaient à celles du vétéran du FBI, Bob Hansen. Lorsque Hansen a finalement été révélé au FBI comme étant leur taupe en décembre 2000, il travaillait comme agent de liaison du FBI auprès du département d'État. Il approchait de l'âge de la retraite obligatoire, 57 ans. Bien que le FBI ait eu assez de preuves pour arrêter Hansen, l'attraper en flagrant délit d'espionnage aurait sûrement mené à un plaidoyer de culpabilité et une condamnation sans procès. Le plan était de faire à Hansen une offre qu'il ne pourrait pas refuser, et finalement de le prendre la main dans le sac. Noel Gallagher, directeur adjoint du FBI à l'époque, a convoqué Hansen dans son bureau pour lui faire une proposition. Que Hansen retourne au siège du FBI pour travailler comme expert en sécurité informatique, afin de consulter sur la sécurité informatique du FBI. On lui a dit que son âge de retraite obligatoire serait annulé et qu'il serait promu au service exécutif supérieur du FBI. L'offre flattait l'ego de Hansen. Pour lui, c'était enfin la reconnaissance qu'il estimait ne pas avoir reçue de son employeur. Cependant, il a demandé du temps pour réfléchir à l'offre jusqu'après Noël. Cela a donné au FBI le temps nécessaire pour transférer l'équipe chargée d'enquêter sur Brian Kelly sur l'affaire Hansen, qui portait le nom de code Grey Day. Puisque Hansen avait accès aux systèmes informatiques du FBI, toute l'enquête devait être menée sur papier. Hansen a immédiatement été placé sous surveillance 24 heures sur 24, le FBI allant même jusqu'à acheter la maison en face de celle de Hansen pour y installer un poste d'observation permanent. Son nouveau bureau au siège du FBI a été créé spécialement pour lui, la pièce et les zones adjacentes étant équipées du sol au plafond de caméras cachées et de micros. Le chef de section des opérations du FBI, Rich Garcia, devait être le nouveau patron de Hansen et était chargé de coordonner la construction et l'aménagement du nouveau bureau. Un jeune recrue de 27 ans, Eric O'Neill, a été intégré à l'équipe pour travailler comme assistant de Hansen. Il était étudiant en droit et, depuis 5 ans, membre du groupe spécial de surveillance du FBI qui filait des cibles de grande valeur du FBI. Il avait également une expertise en informatique, ce qui correspondait à sa couverture en tant qu'assistant de Hansen. Dans le cadre de son nouveau rôle, Hansen s'est aussi vu accorder un laissez-passer de stationnement. En janvier 2001, il a été découvert qu'il avait téléchargé et imprimé 7 documents classifiés et qu'il les stockait dans le coffre de sa voiture, laquelle était secrètement fouillée chaque jour par le FBI. Eric O'Neill a également réussi à fouiller la sacoche de Hansen un jour, où il a trouvé une carte secure digitale contenant une lettre écrite par Hansen aux Russes. Les preuves s'accumulaient, mais le FBI avait besoin de plus d'éléments. La véritable cible était le précieux Palm Pilot de Hansen, un appareil qu'il transportait partout dans sa poche arrière et dont il se vantait fièrement en affirmant que même le FBI ne pouvait pas casser le chiffrement de l'appareil qu'il avait lui-même programmé. Le problème, c'est que Hansen ne laissait jamais l'appareil hors de sa vue. Le FBI a élaboré une ruse dans l'espoir de séparer Hansen de son ordinateur de poche. Les supérieurs de Hansen ont décidé de le défier à un concours de tir dans le stand de tir souterrain du FBI. Avec $20 jetés sur son bureau, Hansen s'est levé à contre-cœur et est descendu au sous-sol. Il était parti pendant 1 heure, tandis que Hansen était occupé par le concours de tir en bas. O'Neill avait réussi à récupérer le Palm Pilot, une disquette et une autre carte secure digitale et les avait remis à l'équipe technique du FBI. Ils ont rapidement copié toutes les données, rendu les objets à O'Neill, qui s'est précipité à nouveau à l'étage vers son bureau, et a tout remis à leur place d'origine.
Les informations que le FBI a réussi à obtenir étaient révélatrices, y compris une lettre indiquant la date et l'heure du prochain dépôt secret prévu par Hansen avec son contact russe. Il était temps de préparer une opération et de prendre Hansen sur le fait. Le dépôt secret avait été prévu pour l'après-midi du dimanche 18 février 2001 dans le parc Foxton, un quartier résidentiel de Vienna, en Virginie. Le site spécifique, nommé de code Ellis, se trouvait près d'une passerelle menant de l'entrée principale à un sentier de jogging. Les agents spéciaux du FBI, Deborah Smith et Steve Pluter, supervisaient sur l'opération cet après-midi-là. Chaque mouvement de Hansen était suivi grâce à la surveillance et à l'écoute téléphonique. Le FBI savait que Robert Hansen prévoyait d'emmener son meilleur ami, Jack Oshauer, à l'aéroport de Dulles vers 16h et ce dimanche-là. Plus tard, la famille de Robert l'attendait pour le dîner. Hansen a été suivi par la surveillance spéciale du FBI jusqu'à l'aéroport. Après avoir déposé son ami de longue date, il a soudainement bifurqué vers le parking du centre commercial Pike 7 Plaza, dans le nord de la Virginie. Là, il a été observé en train de préparer le colis pour la cachette secrète dans le coffre de sa Taurus argentée, en enveloppant les 7 documents classifiés et une lettre à ses contacts dans un sac poubelle noir. Il est remonté dans sa voiture et s'est dirigé vers le lieu de dépôt. Le FBI observait de loin pendant que Hansen garait sa voiture à Foxton Park, collait du ruban adhésif blanc sur un panneau pour indiquer à son contact que le dépôt avait été effectué, puis cachait le colis sous la passerelle. Des équipes du Special Weapons and Tactics lourdement armées restaient en retrait dans l'ombre, incertaines des talents de tireur dont Hansen se vantait. Et posséder un vaste arsenal d'armes engagerait une fusillade s'il était confronté. Alors que Hansen retournait à sa voiture, l'ordre a été donné par Smith de l'arrêter. 2 SUV se sont arrêtés brusquement et les équipes du Special Weapons and Tactics en ont surgi. Hansen a été arrêté en quelques secondes et n'a opposé aucune résistance. Il est traditionnellement rapporté que, lors de son arrestation, Hansen a demandé « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» Une autre version rapporte que Hansen aurait dit, alors qu'on lui passait les menottes « Alors, c'est comme ça que ça se passe ». L'ironie, c'est que Robert Hansen avait prévu que ce serait son dernier échange avec les Russes. Dans sa lettre, il laissait entendre qu'il savait qu'il était soupçonné et que son poste actuel au FBI était un emploi inutile, conçu pour le garder occupé, mais loin de tout document classifié. Hansen a été rapidement embarqué dans le SUV qui attendait, on lui a lu ses droits à Miranda et il a été emmené dans un bureau du FBI à proximité. Au même moment, sa femme Bonnie commençait à s'inquiéter car elle s'attendait à ce que Robert rentre pour le dîner depuis des heures. Elle a quitté son domicile pour l'aéroport de Dulles, mais a été arrêtée par le FBI à son arrivée. Le FBI l'a ramenée chez elle, où ils ont exécuté un mandat de perquisition et ont minutieusement fouillé la maison à la recherche de preuves. Bonnie a rapidement été innocentée de tout acte répréhensible ou de toute complicité dans les activités d'espionnage de son mari. Mais les enquêteurs ont été choqués d'entendre de la part de Bonnie comment elle avait découvert son mari en train d'écrire une lettre en secret il y a de nombreuses années. Les enquêteurs ont alors compris que Hansen avait probablement commencé à opérer bien plus tôt qu'ils ne le pensaient, dès 1979. Avant l'aube, le lendemain matin, Hansen a été transféré à la prison du comté d'Orange. Le FBI avait besoin de temps pour se préparer à la tempête médiatique qui allait bientôt éclater et attendait de voir si un agent du service des renseignements extérieurs russe viendrait récupérer la cage de Hansen. Personne n'est jamais venu. Aussi soulagé que soit le bureau d'avoir enfin attrapé leur homme, il savait que des accusations d'incompétence, de manque de sécurité et de pure stupidité allaient être portées de contre-bourg. La nouvelle de l'arrestation de Hansen a finalement éclaté le mardi suivant avec le directeur du FBI Louis Freer tenant une conférence de presse. Immédiatement, des questions ont été soulevées. Comment se fait-il qu'un homme chargé d'attraper des espions soit lui-même un espion ? Hansen s'est vu refuser la liberté sous caution au motif qu'il représentait un risque de fuite et tous ses avoirs ont été gelés. Il a choisi Plato Cacheris comme avocat de la défense qui avait représenté le célèbre agent double de la CIA Aldrich Ames quelques années plus tôt. L'arrestation soudaine de Hansen a été un choc énorme pour sa femme Bonnie, ses enfants adolescents et son meilleur ami Jack Oshauer. Bonnie apprendrait douloureusement la relation de son mari avec Priscilla Sue Gailey à travers des articles de journaux. Le voyeurisme de Hansen a été révélé et Jack s'est excusé auprès de Bonnie pour le préjudice causé. Dans le podcast de Columbia Broadcasting System Agent of Betrayal, Jack apparaissait comme profondément plein de remords pour ce qu'il avait fait pendant tant d'années.
Malgré les révélations sur la double vie de son mari, sa trahison et son infidélité, Bonnie est restée avec son mari. Robert et Bonnie sont restés mariés, Bonnie consacrant sa vie à prier pour son âme. L'arrestation de Hansen a finalement permis d'innocenter l'agent de la CIA, Brian Kelly. Bien qu'il ait été réintégré à son poste en 2001, il est décédé 10 ans plus tard d'une insuffisance cardiaque. Sa famille croyait fermement que le stress causé par des années d'accusations et d'enquêtes avait accéléré sa mort. La culpabilité de Robert Hansen était évidente. Il savait que sa meilleure option était de négocier un accord de plaidoyer. Bien qu'aucun espion n'ait été exécuté depuis les Rosenberg après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, la peine de mort n'était pas exclue compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'espionnage de Hansen. À la suite d'une période de négociations intenses entre Kacheris et le procureur principal Randy Bellows, Hansen a plaidé coupable de 15 chefs d'accusation d'espionnage, de tentatives d'espionnage et de complot. En vertu de l'accord de plaidoyer, Hansen a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, à abandonner 1 400 000 $ américains que lui avaient versés les Russes et à accepter une période de débriefing de 6 mois avec le FBI pour tout révéler sur ses activités d'espionnage à la suite du scandale. La commission chargée de la révision des programmes de sécurité du FBI a été créée sous la direction de William H. Webster. L'objectif de la commission Webster était d'analyser et de recommander des améliorations au programme de sécurité du FBI. Ceux-ci se sont bien sûr révélés déficients tant au niveau de la politique de sécurité que de la pratique, étant donné la facilité avec laquelle Hansen a pu mener ses activités sans être détecté pendant tant d'années. Une évaluation psychologique approfondie faisait partie du débriefing de Hansen. Le psychiatre Dr David Charney, qui a été nommé par l'équipe de défense de Hansen, a passé plus de 100 heures sur 2 ans à interroger Hansen. L'objectif principal était de pénétrer dans l'esprit d'un espion de carrière pour comprendre d'abord s'il souffrait de troubles psychologiques, mais peut-être plus intéressant encore, pour comprendre ce qui l'a poussé à devenir espion. Bien sûr, l'une des motivations était l'argent. Hansen devait scolariser 6 enfants dans une école privée catholique et rembourser un prêt immobilier. Il a reçu environ 600 000 $ des Russes, soit en espèces, soit en diamants, avec 800 000 $ supplémentaires versés sur un compte séquestre en Russie pour sa retraite. Pourtant, les secrets qu'il a échangés valaient vraiment bien plus que ce qu'il a reçu, donc il devait y avoir d'autres facteurs déterminants. Le docteur Charney a mis en avant un aspect clé de la psyché de Hansen, un profond sentiment d'insuffisance et d'échec ressenti. Ces conflits internes l'ont probablement incité à agir pour redéfinir son image de lui-même. La relation difficile de Robert avec son père a également été considérée comme fondamentale dans sa constitution psychologique. Ses expériences d'enfance, les punitions cruelles et inhabituelles, la dénigration constante et le rabaissement ont probablement contribué à sa trahison finale en tant qu'espion. La colère profonde de Robert et son sentiment d'inadéquation, refoulé pendant des années, éclataient parfois. Et ses activités d'espionnage étaient perçues comme un exutoire à ses émotions réprimées. Cela a abouti à l'ego dominateur de Robert Hansen. Il se considérait constamment comme l'individu le plus intelligent dans n'importe quel contexte. Lorsqu'il ne pouvait pas contrôler la situation, il avait recours à la violence comme on l'a vu lors de l'agression physique de l'un de ses employés. Enfin, le docteur Charney a constaté que Hansen avait développé une obsession idéalisée pour l'espionnage. Bien qu'il travaillait dans le contre-espionnage, le rôle de Hansen en tant qu'expert comptable judiciaire et spécialiste en informatique signifiait qu'il était confiné à un bureau et n'a jamais participé à des opérations sur le terrain. Le jeu qu'il menait avec ses maîtres espions russes était peut-être un exutoire à sa fantaisie d'espionnage. L'état d'esprit de Hansen comprenait donc un mélange malsain de faible estime de soi, d'un besoin de prouver sa supériorité intellectuelle et de la conviction qu'il était au-dessus des lois. L'absence de mesures de dissuasion efficaces au sein du FBI, en tant qu'institution et dans ses systèmes de sécurité, faisait de l'espionnage une voie apparemment accessible et séduisante. La contradiction flagrante entre la personnalité publique et privée de Robert Hansen ne peut guère être ignorée. Il se considérait comme un patriote loyal, pourtant il a trahi sa nation au profit de son plus grand rival. Il se présentait tout comme un mari fidèle, pourtant il a exposé sa femme à l'indignité d'un voyeur et a eu une liaison avec une autre femme. Le contraste frappant entre sa personnalité publique et ses plaisirs privés ne pouvait mener le docteur Charney qu'à une seule conclusion. Robert Hansen était un expert en compartimentation.
Hansen a purgé sa peine à l'administrative Maximum Florence, une prison fédérale américaine de type Supermax où il passait 23 heures par jour en isolement cellulaire. Il vivait dans une boîte en béton et dormait sur un lit en béton. Il avait droit à 1 heure d'exercice quotidien et passait le reste de son temps à lire parmi la petite sélection de livres de la bibliothèque carcérale. Il était détenu parmi certains des criminels violents les plus notoires et dangereux d'Amérique. Certains pourraient dire que c'était un sort pire que la mort. Ses 20 ans de vie carcérale ont eu des répercussions sur sa santé. Robert Philip Hansen a été retrouvé inconscient dans sa cellule le 5 juin 2023 et a rapidement été déclaré mort. Une autopsie a révélé qu'il était mort d'un cancer du côlon. Sur la recommandation de la commission Webster, le FBI a mis en œuvre des réformes globales de ses programmes de sécurité, notamment une meilleure éducation à la sécurité, une sensibilisation accrue, l'amélioration de la détection de l'utilisation inappropriée des ordinateurs et une compartimentation appropriée des documents classifiés. Pas une seule fois, au cours de toute sa carrière, Hansen n'a été soumis à un test au détecteur de mensonges. Bien que l'efficacité de ces tests soit discutable, les 500 principaux cadres de l'organisation sont désormais tenus de se soumettre régulièrement à des tests au détecteur de mensonges. La loi de Redmond dit qu'il est statistiquement certain qu'il y a un espion dans votre organisation, si cela peut servir d'indication. Nonobstant ces réformes et les leçons tirées de l'histoire de Robert Hansen, il y en a beaucoup d'autres à travers le monde, actuellement non détectés, qui vendent des secrets tout comme Robert Hansen.